Donc bienvenue pour ce numéro de Club 144 et aujourd'hui je vais vous demander d'accueillir Emmanuel Roy. Emmanuel Roy donc, est le nouveau directeur général de BFM Région. Il a pris ses fonctions il y a maintenant 17 jours à TLM à peine. Et donc je vous laisse la parole Emmanuel pour vous présenter afin que les invités du Club 144 vous connaissent un petit peu mieux. Il faut parler, même s'il n'y a pas de retour, il faut parler parce que ça enregistre. Bonjour à tout le monde. Mon nom c'est Emmanuel Roy, je suis très honoré de reprendre le pilotage de BFM Région dont TLM dorénavant fait partie. Le groupe Altis et le groupe Next Radio TV effectivement a fait un choix de développement en région pour effectivement permettre aux chaînes du groupe d'avoir un vrai relais en proximité avec les Français. Et bien sûr, Lyon, capitale des Gaules, était une priorité absolue pour nous après la création de BFM Paris qui existe depuis 2 ans. Donc c'est une naissance qui se profile puisque bien évidemment la chaîne de TLM continue en tant que telle jusqu'à la bascule du programme BFM Lyon qui verra le jour d'ici la fin du printemps, début de l'été on va dire. Mais pour moi c'est aussi un retour puisque j'ai fait un parcours depuis 30 ans dans ma vie professionnelle dans le domaine de la communication où il y a 30 ans pratiquement je suis arrivé à Lyon pour m'occuper d'une radio qui s'appelle Skyrock, qui avait un développement en région et qui effectivement était la première station de radio à décrocher localement avec de l'information et du contenu local. Après, effectivement, j'ai fait un passage chez nos amis savoyards, au Savoyard particulier, puisque j'ai travaillé à Télé 8 Mont-Blanc, qui était d'ailleurs petite cousine de TLM, où effectivement, il y a 25 ans, j'avais collaboré avec les premières équipes de TLM à Lyon, dès lors, sur la création de ces chaînes locales, qui était une vraie innovation et effectivement une histoire après qui s'est développée pendant toutes ces années. Bon, les télés locales, il y en a eu beaucoup, hein, puisqu'il y a eu pratiquement 200 chaînes locales en France depuis la création de ces canaux. Plus de la moitié ont disparu. Il en reste aujourd'hui une petite cinquantaine qui ont effectivement essayé de mettre en place une proximité avec leurs téléspectateurs sur des territoires hyper locales, ce qui est le cas de TLM. Aujourd'hui, on voit bien que pour émerger en tant que média, il faut avoir une vraie promesse dans l'esprit des téléspectateurs. Et donc l'ADN qu'on souhaite porter, c'est le tout info. Le tout info uniquement sur la ville de Lyon, je crois que c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de choses, que ce soit pour l'actualité, le sport, la culture et l'ensemble des acteurs économiques et sociaux vont pouvoir avoir effectivement la chance de participer à ce projet qui est réellement 100% d'une chaîne réalisée sur le bassin lyonnais et la métropole bien évidemment. Alors nous couvrons techniquement d'autres agglomérations comme Vienne, Villefranche-sur-Saône, Bourgoin-Jallieu, etc. Mais bien évidemment, le cœur de l'actualité, c'est la métropole et tout ce qui s'y passe par ailleurs. Alors avant, effectivement, je crois qu'il ne faut pas, non pas passer son temps à regarder dans le rétroviseur, mais il faut aussi reconnaître le travail qui a été accompli par les équipes de TLM pendant toutes ces années, qui a réussi à maintenir effectivement une chaîne digne de ce nom, avec effectivement parfois quelques difficultés, mais cette chaîne, elle existe et elle est au cœur de tous les Lyonnais. Et bien évidemment, c'est une renaissance et un redéveloppement à travers la marque BFM Lyon, mais je voudrais saluer d'ores et déjà le travail qui a été accompli pendant toutes ces années par les équipes de TLM et un clin d'œil particulier à Laurent Constantin qui je crois est dans cette salle, voilà, qui était le président de TLM jusqu'au 7 janvier et avec ses équipes ils ont mené un projet remarquable et ils nous donnent le témoin dans des conditions exceptionnelles, donc je voudrais remercier Laurent. Bien évidemment, le travail s'ouvre pour nous sur effectivement la construction de ce projet, même si effectivement on a comme prisme effectivement ce que nous avons déjà mis en place sur Paris, mais Lyon c'est Lyon et on doit effectivement conserver notre ADN de Lyonnais et de Rhône-Alpin pour effectivement faire de cette chaîne un vrai succès grâce à tous et à toutes qui vont nous aider à construire cette chaîne. Et donc je vous remercie d'ores et déjà de l'accueil que vous nous ferez dans quelques semaines lorsque BFM Lyon effectivement va se découvrir aux Lyonnais
Et j'espère qu'on aura l'occasion de créer beaucoup de synergies entre tous les acteurs économiques, sociaux, institutionnels bien évidemment, sur le territoire. Voilà. Je vous remercie de votre accueil et puis je vous souhaite un bon Club 144 qui était une bonne initiative des équipes de TLM et qui effectivement sans doute perdurera peut-être avec un autre nom, puisqu'il faudra effectivement brander un petit peu tout ça aux couleurs de BFM Lyon. Mais bien évidemment, ce rendez-vous est extrêmement important et il va perdurer. Et là aussi, je voudrais saluer le travail de Jean-Baptiste Juzeau, qui était à l'initiative de ce projet, qui a un vrai succès au sein de TLM. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Alors, nous allons maintenant accueillir l'invité du jour, qui est Marie-Odile Fondeur. Je vais vous demander de venir ici. Marie-Odile Fondeur, qui est la directrice générale du CIRA, le Salon international de la gastronomie à Lyon. Donc, on ne parle pas de Lyon sans parler de gastronomie. Et Marie-Odile, vous êtes venue avec un invité très particulier, votre invité. Je vous le laisserai le présenter. Déjà, présentez-vous rapidement et puis expliquez-nous en quelques mots ce qu'est le CIRA et cette édition 2019. La parole est à vous. Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette émission. Je suis très heureuse d'être ici pour vous présenter les nouveautés du CIRA. Moi, je suis la directrice générale du CIRA. Je dirige une équipe d'une quarantaine de personnes et je m'occupe du CIRA depuis novembre 90, donc ça fait quelques années. J'ai donc participé à tout ce développement extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui le CIRA est un événement magique, puisque vous venez de voir un spectacle de magie. Le CIRA est un événement exceptionnel, unique au monde dans son concept et magique. Les professionnels qui visitent le salon ont du mal à en ressortir tellement ils sont pris dans cette ambiance, cette atmosphère très particulière et très conviviale. Vous êtes venu avec un invité, peut-être. Oui, on va présenter tout de suite. Parce que c'était. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît, et vous présenter. Alors j'ai invité Jérôme Languillet, qui est champion du monde de la Coupe du monde des pâtisseries, un des événements très importants du CIRA international. Et donc Jérôme sera le commentateur technique des épreuves. Et aussi, il reçoit toutes les recettes véganes, puisque nous avons décidé de mettre comme épreuve un dessert vegan. Donc je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais en tout cas, Jérôme sait de quoi il parle. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, là, un petit mot pour présenter un petit peu la Coupe du Monde. La Coupe du Monde aujourd'hui, c'est vraiment un concentré d'émotions, un concentré de talent, d'espoir, de professionnalisme et puis de partage. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, c'est des sélections nationales dans 55 pays. Ensuite, des sélections continentales sur 4 continents. Donc Asie, Asie-Pacifique, Europe, Afrique et Amérique. Donc à l'issue de ces sélections continentales, on a une finale à Lyon qui a lieu tous les 2 ans, où il y a à peu près en moyenne 22 équipes qui s'affrontent donc pour le titre. Et donc cette année, ça sera la 16e édition. Donc 15 Coupes du Monde déjà à notre actif. Moi, je l'ai remporté, ça fera 10 ans. Donc, on va fêter le 10e anniversaire avec mes coéquipiers. Ça se déroule par équipe de 3. On a un pâtissier, un chocolatier, un glacier. Et donc, pour cette édition, la 16e, on a évidemment quelques nouveautés. C'est-à-dire qu'on a imposé des petites choses dans le règlement, notamment concernant le dessert assiette. On demande un travail technique finalement assez conséquent aux équipes qui doivent vraiment réaliser les 19 desserts assiettes demandés qui correspondent à un cahier des charges vegan. Donc ça demande évidemment pas de produits laitiers, pas d'œufs, pas d'ingrédients issus animal. Voilà. Tout à fait. Donc les équipes vont devoir se creuser la tête. C'est des choses qui sont nouvelles pour la plupart d'entre eux. Donc c'est une belle performance qu'ils vont devoir réaliser. L'entremets chocolat, lui, a la particularité de comporter un de ses ingrédients qui va être le miel. On a quand même le souci finalement de mettre en avant les abeilles qui sont les sentinelles de l'environnement. Voilà, tout à fait. Le slogan était finalement très bien trouvé et assez parlant.
Et au niveau de la partie artistique, là, on a aussi de plus en plus de choses qui sont un petit peu orientées ou alors imposées. On est obligé d'avoir un règlement qui est assez strict pour éviter des dérives budgétaires. Donc on impose aux équipes d'avoir... ils ont le droit d'utiliser des moules, mais tout doit être moulé en creux. Il y a des spécificités qui sont particulières. Le règlement est assez long là-dessus. Et également, on impose du travail technique au niveau du chocolat. La sculpture en chocolat doit être réalisée sur un bloc. Donc là, ça demande une qualité de sculpteur qui est importante. Et puis au niveau du travail du sucre, là, on demande du sucre soufflé qui doit être réalisé sans l'aide de moule, donc uniquement avec une poire et ses doigts. Alors, je crois que vous avez amené un petit film qui présente la Coupe du Monde de la pâtisserie. Peut-être qu'on pourrait le regarder. Oui, on peut regarder le petit film de la Coupe du Monde, si c'est possible. Il n'était pas dans cet ordre, c'est pour ça. Alors la Coupe du Monde va fêter ses 30 ans. Voilà, c'est celui-là. La 10e édition, mais 30 ans d'existence pour la Coupe du Monde. Tout à fait, donc commenté en français et en anglais. Et la particularité aussi de cette édition, c'est qu'on va commenter en live sur le net. Donc on va être plusieurs en français et en anglais à commenter en direct ce qui va se passer au niveau des dégustations, au niveau de l'artistique. Donc ça également c'est une nouveauté qui permet aux internautes de vraiment comprendre ce qui se passe et avoir les détails. On va être plusieurs champions du monde finalement à être sur le coup. Alors il faut rappeler que la Coupe du Monde a été créée, fondée par Gabriel Paillasson, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et par ailleurs, ça a vraiment donné des talents pâtissiers. On peut citer Christophe Michalak, qui est très connu aujourd'hui. Christophe, qui a une belle visibilité au niveau international. Et la pâtisserie est un métier très tendance, puisque les écoles de pâtisserie sont pleines à craquer. Il y a même des problèmes pour se former aujourd'hui. Il y a eu beaucoup, c'était une profession très médiatisée. Donc là, on voit un petit peu les dégustations qui apparaissent avec, au niveau technique, là, on a vraiment des belles prouesses au niveau des montages, au niveau des entremets glacés. Donc évidemment, dégustation de... Alors, les juges, c'est les présidents d'équipe. Il y a 22, là en l'occurrence, on a 21 équipes cette année. Donc les juges, c'est les 21 présidents d'équipe. Eux, ils ne participent pas à la compétition, ils sont juste là pour accompagner leur équipe, les coacher et puis déguster. Donc les notes, les notes sont attribuées par les présidents d'équipe et aucunement par les membres du comité dont je fais partie. Nous, on est juste là pour veiller finalement au bon déroulement, faire attention que tout soit dans les règles, qu'il n'y ait pas que les équipes n'aient pas de problème et puis de s'assurer qu'elles aient respecté le règlement. Alors Jérôme, est-ce que vous pouvez nous dire, depuis que vous avez été champion du monde, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Est-ce que le monde de la gastronomie vous regarde différemment? Comment vous regardent vos confrères? Ça change quoi de devenir champion du monde de pâtisserie au CIRA? Alors ça change quoi? C'est qu'on rejoint finalement une famille. Aujourd'hui, il y a 45 champions du monde. La France a remporté 8 fois l'édition. Le Japon 2 fois, l'Italie 2 fois, la Belgique 1 fois, l'Espagne 1 fois, les États-Unis également 1 fois. Donc cette fois, cette édition, c'est la 16e. Est-ce qu'il y a un favori aujourd'hui ou une tendance où on sent que certains pays sont en train de prendre le lead? Alors on attend, il y a un top 5, donc on attend finalement de ces équipes qu'elles soient à la hauteur de leur réputation. C'est qui le top 5? Alors aujourd'hui c'est le Japon, Italie, États-Unis, on a la France et puis la Corée. Et la Corée. Voilà. Et vous avez un favori ou pas cette année? La France ne participera pas puisqu'elle a gagné la dernière fois. Voilà, tout à fait. La France ne participe pas. Le lauréat de l'édition précédente ne se représente pas l'édition suivante. Donc la France ne participe pas comme la dernière fois, l'édition précédente. L'Italie ne participait pas. Donc c'est un point de règlement qui existe depuis le début de la compétition. Et est-ce que vous avez un favori ou est-ce qu'il y a une tendance aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un pays qui est en train de prendre un peu le... Non, alors c'est toujours délicat parce que on attend toujours certaines équipes
Le podium, on a l'habitude de retrouver le Japon, l'Italie, la Belgique sur le podium, les États-Unis. Il y a à peu près quelques équipes comme ça qui sont vraiment très souvent sur le podium. Et donc on les attend, mais il peut y avoir des surprises. On a des surprises des fois qui apparaissent. Et le vainqueur, aujourd'hui, on est vraiment sur une mondialisation des techniques. Et les autres pays avancent très vite. Est-ce que le public a une influence? Parce qu'à chaque fois dans les images qu'on avait diffusées l'année dernière sur TLM, que vous allez diffuser cette année, on voit que maintenant on a quasiment une ambiance de stade de foot. Oui, tout à fait, oui. Il y a certains pays qui sont très... Les pâtissiers viennent avec leurs fans. Est-ce que vous sentez qu'il y a une pression du public? Une passion d'un pays peut influencer le jury? Je sais pas. En fait, les membres du jury sont vraiment très concentrés dans leur mission. Comme les candidats, moi ayant été candidat, quand on est dans le box, on est vraiment coupé du monde et on se protège finalement de tout ce qui est extérieur. Donc il y a des choses qui rentrent, mais finalement on sélectionne tout ce qui rentre. Donc il y a très peu d'impact finalement du public ou de l'environnement sur le travail. Et le jury est vraiment très concentré. Donc pour moi, il n'y a pas d'influence directe sur les notes. La pâtisserie, c'est un point fort du CIRA. Il y a d'autres concours aussi qui sont organisés à cette occasion. C'est auprès de la directrice générale que je m'adresse. Quels sont les autres moments phares du CIRA de cette année? Alors, les concours sont indissociables du CIRA, puisqu'on a plus de 20 concours, dont 3 internationaux. Donc le premier jour, c'est ce qu'on appelle l'ICC, l'International Catering Cup. C'est pour déterminer quel est le meilleur traiteur événementiel mondial. Il y a 12 pays qui participent. Et ensuite, nous avons bien sûr la Coupe du monde de la pâtisserie le dimanche et le lundi. Et mardi, mercredi, c'est le Bocuse d'Or. Alors cette année, ça sera un Bocuse particulier? Parce que M. Paul nous a quittés. Est-ce qu'il y a un hommage qui est prévu? Bien sûr, il y a un hommage qui est prévu parce que M. Paul est décédé le 20 janvier, donc il y a un an exactement. Ce sera le premier CIRA et le premier Bocuse d'Or sans M. Paul. Bon, c'est quelqu'un qui nous a accompagnés pendant toutes ces années, qui a eu vraiment le flair de tout ce qui pouvait être tendance. Et bon, c'est le démarrage d'une nouvelle ère, bien sûr. Et cette nouvelle ère, nous, on l'appelle green. Mais en fait, M. Paul faisait du green depuis très longtemps sans mettre des mots là-dessus. Alors pourquoi on a appelé ça green? Parce qu'on a voulu trouver un terme qui pouvait représenter la demande de ce qu'on appelle les nouveaux consommateurs, qui sont des millennials, qui sont âgés d'entre 20 et 35 ans. Et ces nouveaux consommateurs ont à faire face à une nouvelle problématique, puisqu'ils ont des problèmes de santé, ils ont des intolérances alimentaires, des allergies, dû à tout ce qu'on a pu faire pendant plus de 40 ans avec une production intensive. Et donc aujourd'hui, les professionnels doivent répondre à ces problématiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi l'assiette végane, le dessert vegan à la Coupe du monde des pâtisseries, parce que c'est un nouveau challenge. Effectivement, il faut qu'on puisse continuer à se faire plaisir en mangeant, puisque c'est notre art de vivre en France. Et pour ça, il faut que les gens qui ont des intolérances puissent avoir des desserts vegan. Mais M. Paul, il doit se retourner dans sa tombe. Il disait que pour être heureux, il fallait 200 grammes de crème fraîche par convive à table. Si vous lui parlez d'un dessert vegan, je ne sais pas où il est, mais il doit... C'est sûr qu'il doit se retourner dans sa tombe, mais il était très dans la tendance. Il comprenait tout ça. D'ailleurs, on a discuté avec lui du green, de cet esprit green, avant son décès, parce qu'on avait des contacts réguliers avec lui, même les dernières années. Sa dernière apparition, c'était en 2013, sur le CIRA. Mais il est toujours présent. Vous le sentez aujourd'hui? Qui a pris le flambeau? Qui a repris? Alors, son fils, Jérôme Bocuse, a repris le flambeau. Il est très proche de nous. Il nous accompagne dans tous les événements qu'on fait dans le monde. Parce qu'entre 2 éditions du CIRA, pour préparer ce CIRA, on organise plus d'une 40aine d'événements. Alors, qui peuvent être des bébés CIRA, des sélections nationales ou continentales, la Coupe du monde de la pâtisserie, du Bocuse d'Or, dans tous les pays du monde. Comment sont sélectionnés, vous qui avez été lauréat, qui participe au jury, vous allez, pendant les 2 ans qui séparent de CIRA, repérer dans les pays les jeunes pousses, les futurs talents? Comment ça se passe? En fait, c'est chaque nation, chaque club, en fait, là, il y a les pays qui participent à la Coupe du Monde ont des clubs. Et donc, ce sont les clubs qui sont chargés de faire des sélections nationales à l'occasion de salons
De la gastronomie dans chaque pays. Autour de le food service. Et donc, voilà, c'est les pays, c'est les clubs qui sélectionnent leurs équipes. Et après, voilà, ils vont devoir participer à une sélection continentale. Donc, c'est à Singapour, en Asie, c'est à Mexico. C'était à Canton. Non, dans Singapour. Oui. À Mexico. Mexico pour l'Amérique et puis Casablanca donc pour l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres qu'on représente le CIRA? Donc vous avez dit que ça avait été créé en 1983. Donc 83 la première année. Combien de personnes sont accueillies? Combien il y a de visiteurs? Combien de participants? Vous avez des chiffres un peu pour qu'on se rende compte, parce que maintenant c'est devenu complètement époustouflant. Aujourd'hui, le CIRA, en surface, c'est 140 000 mètres carrés. Donc Eurexpo s'agrandit tous les 4 ans avec un nouveau Donc Eurexpo pôle. n'est plus assez grand pour le CIRA. Oui, ça représente, pour vous donner des exemples, 20 terrains de foot et un peu plus que 2 fois le Matmut Stadium. D'accord, donc Jean-Michel Aulas ne doit pas être très content si vous dites ça. Ça fait rien. Et donc on a 12 secteurs, on a plus de 3500 exposants et marques. En international, on a une progression extraordinaire parce qu'on est passé de 17% en 2017 à 25% de présence internationale. Ça représente combien de personnes qui viennent de l'étranger? Un peu plus de 40 000. 40 000 personnes. Et là, les 40 000 sont des visiteurs ou ce sont les équipes de chaque participant au concours? Non, ce sont des visiteurs. En exposant, donc on a un peu plus de 650 exposants et marques, donc en visiteurs un peu plus de 200 000 professionnels. On a un réseau de chefs qui vient de plus de 86 pays, qui fait 26 000 chefs de cuisine, chefs pâtissiers, chefs boulangers, qui viennent du monde entier. Et on a une forte progression dans l'international cette année aussi en visiteurs. Là, dans les préenregistrements, on sent que ça pousse. Il faut savoir que ce n'est pas facile parce que le food service est très développé en France. Les marchés sont beaucoup moins matures dans les pays étrangers. Nous, on a essayé de lancer des mini-CIRA dans les pays étrangers qui sont le Mexique, le Brésil, l'Asie, la Turquie, la Hongrie. Et on se rend compte que le marché n'est pas suffisamment mature. En France, on a toujours, il y a une quarantaine d'années déjà, avec Paul Bocuse, il y a toujours une collaboration entre les chefs, ce qu'on appelle les métiers de bouche, et l'industrie. L'industrie alimentaire, ce qui fait que notre industrie alimentaire française est très développée. On était les premiers à industrialiser les plats cuisinés, etc. Donc c'est vrai que les autres pays dans le monde sont moins... vous entendez parler de chefs étoilés comme Gaston Nacurio au Pérou, Alex Atala au Brésil, et en fait ça représente 2 ou 3 chefs dans ces pays-là, alors qu'en France, le nombre d'étoilés est très important. La densité au mètre carré de chefs de cuisine ou pâtissiers de renom est extraordinaire en France. Le CIRA, c'est devenu une marque au niveau international aujourd'hui ? Oui, c'est devenu une marque internationale. Depuis 30 ans qu'on sillonne le monde. Je dois passer 40% de mon temps à voyager pour faire la promotion du CIRA, à travers les événements qui sont les sélections des concours et aussi les bébés CIRA. C'est vraiment devenu une marque aujourd'hui. Oui. Ça commence à être connu dans le monde entier. Et le lien avec Lyon, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes aussi un ambassadeur de la culture lyonnaise, même si Paul Bocuse n'est plus là, mais est-ce qu'il y a ce lien ou pas dans On a eu la chance d'avoir Paul Bocuse, qui est né à Lyon, qui nous a suivis dès le départ. C'était le premier à sortir les chefs de la cuisine. Donc les chefs qui sont très connus aujourd'hui ne doivent jamais oublier que c'est Paul Bocuse qui a eu l'idée de les sortir de leur cuisine avec un concours qui s'appelle le Bocuse d'Or. Et après, il y a eu les émissions de télévision qui ont médiatisé à outrance la profession de cuisinier, de pâtissier, de boulanger, etc. Et donc c'est grâce à lui. Et effectivement, Lyon a toujours eu une espèce d'art de vivre autour de la table. On s'est connu quand on faisait les affaires à table. Les déjeuners duraient plus de 4 heures. Et on a une grande diversité de produits. Paul Bocuse disait que la vallée du Rhône, c'était le grenier de la France. Et c'est vrai, on a énormément de produits d'appellation, etc. On a des savoir-faire aussi ancestraux autour du chocolat, de la charcuterie. Et c'est à Lyon que ça se passe. La nouveauté donc, de 2019, c'est le green, le vegan, mais on ne perd pas son âme, entre guillemets. On continue à faire de la cuisine traditionnelle ou pas aujourd'hui? Ou c'est vraiment... La tendance, c'est un mélange de tout, bien sûr. On continue à faire de la cuisine traditionnelle. L'offre, elle est diversifiée. Elle n'est pas que green, bien sûr, hein, ni que vegan. Hein, mais par contre, on diminue les quantités de viande consommée, etc. On est plus dans des portions raisonnables. Et il faut manger un peu de tout. Voilà. On a énormément d'ailleurs de conférences, de tables rondes sur le CIRA, d'interviews, de démonstrations autour du plateau TV que vous pourrez voir à l'image tout à l'heure, pour expliquer tout ça.
On a beaucoup de chefs de cuisine qui viennent parler du monde entier, d'ailleurs, de leur façon, de leur vision d'avenir. J'ai une question pour le pâtissier. Est-ce que depuis que vous faites ce métier, vous sentez que le goût a évolué? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne mange plus ou des nouvelles choses que l'on mange? Est-ce qu'on est plus sucré, moins sucré? Les arômes changent ou pas? Vous le sentez, ça? Alors, évidemment, le goût sucré a beaucoup changé par rapport au moment où j'ai commencé le métier. Hein. Donc le goût a fortement diminué au niveau du sucre. Donc on s'efforce, et moi je m'efforce régulièrement de reprendre mes recettes et de réajuster au niveau du sucre, de diminuer, de voir tout ce qu'on peut enlever. Il y a pas mal d'efforts qui sont en train de se faire là-dessus. Hein. On a pas mal de sucres qui sont superflus. C'est quoi la tendance en ce moment? Justement, c'est Dans les arômes. de se rapprocher finalement au plus proche du produit. Hein. C'est ce qu'on essaie d'enseigner. Finalement, ce qui permet de tirer les métiers vers le haut, c'est la connaissance des produits, la culture des produits. Le fait de connaître les produits, on va mieux savoir les travailler, mieux savoir les associer. Donc c'est ça qui est important. Et finalement, le sucre, parfois, c'est un atout, mais parfois, il faut le neutraliser ou alors il faut l'enlever. Est-ce que vous sentez une pression des consommateurs? Parce qu'on entend tous qu'il faut faire attention, il faut manquer 5 fruits et légumes par jour, il faut arrêter de manger de la viande, du gras. Est-ce que vous sentez une pression des consommateurs sur les tendances de cuisine? Bien sûr. Je vous ai parlé des nouveaux consommateurs, les millennials. Il y a une pression très forte. D'ailleurs, il y a des pâtisseries, des Belles Envies à Paris, avec Alix Bernon, qui a développé donc une pâtisserie sans sucre, parce qu'elle-même est diabétique. Donc, et vous avez d'autres comme ça, professionnels, qui ont des maladies, des intolérances, et qui ont créé des produits pour répondre à ces problématiques. Et ça fonctionne très bien. Il y a des Lyonnais qui vont à Paris acheter de la pâtisserie aux Belles Envies. Voilà. C'est aussi le but du dessert vegan, c'est-à-dire de sensibiliser finalement l'ensemble des professionnels sur les différentes problématiques. Alors, le vegan, il va rassembler finalement plusieurs intolérances aux œufs. Moi, j'ai un neveu justement qui est intolérant aux fruits à coque, aux œufs. Maintenant, c'est un petit peu arrangé, ses intolérances, mais quand il était petit, c'était assez violent. Donc tout ça, c'est important de comprendre les choses, tout ce qui est fruits à coque, les œufs, les produits laitiers. On peut finalement, en réfléchissant, en apportant de la technique, on peut arriver à faire de très belles choses en ayant d'autres outils de travail que la crème, le lait, le beurre, les œufs. On peut trouver aujourd'hui des céréales qui vont remplacer les fruits à coque. Et puis on a d'autres protéines qui peuvent intervenir. Avant de passer aux questions, parce que je vois que ça réagit, une dernière question sur toute la direction de ce CIRA. C'est quoi votre meilleur souvenir? Qu'est-ce que vous avez retenu de toutes ces années-là? Parce qu'on peut commencer à faire le bilan après 30 ans. Alors, les meilleurs souvenirs, j'ai vécu des histoires pas possibles. Hein, la guerre du Golfe avec les attentats, donc avec les Chinois et les Américains qui, au dernier moment, annulaient leur voyage à Lyon. Donc vous avez fait de la diplomatie voilà, autour d'un repas, comme on disait à Lyon. Et puis l'effondrement d'un hall 3 semaines avant le CIRA à cause de la neige qui est tombée. Voilà, et puis... Mais les meilleures anecdotes, c'est quand même... Le CIRA est un lieu d'émotion. Et quand on voit que sur le Bocuse d'Or ou la Coupe du Monde de pâtisserie, le gagnant qui pleure de joie parce qu'il a gagné, parce que c'est tout un avenir qui s'ouvre devant lui, c'est là le succès de notre événement, c'est ça. C'est que de faire plaisir aux professionnels et d'aider... On est un tremplin pour tous ces jeunes talents. C'est ça le meilleur moment. C'est quand... la petite chinoise qui en tant que commis, avait gagné le prix du commis au Bocuse d'Or et qui sautait de joie, ça c'était extraordinaire. Ce sont des moments extraordinaires. Donc cette année, on va encore vivre des émotions? Bien sûr, plein d'émotions. Le métier d'événementiel, c'est de créer de l'émotion. Là, c'est autour de la gastronomie, de la cuisine. Vous pouvez nous rappeler les dates du CIRA? Du 26 au 30 janvier. Donc 26 au 30 janvier. Donc on commence par le premier concours, c'est... International Catering Cup, donc le meilleur traiteur du monde. Et ensuite la Coupe du Monde de pâtisserie. Tout à fait. Et ensuite le Bocuse d'Or. Donc voilà, les 3 grands moments qu'on pourra suivre. Donc c'est vous qui les commenterez en direct sur le net, c'est ça? Oui, on va être plusieurs en fait à se relayer au niveau
principalement des dégustations et puis la sortie des éléments artistiques. Donc on va commenter chaque dégustation a un horaire de passage, donc il va être présenté au jury, présenté au public, et donc évidemment présenté aux internautes. Donc, on vous suit sur le site du CIRA. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas. Et puis je pense que là, il y a plein de questions qui vont surgir du public. Nous avons des gens de l'Institut Vatel ou même de grands hôtels comme la Villa Maya. Alors la première question, peut-être... Non, je disais juste Karine Benzazon, directrice générale de l'école Vatel à Lyon. C'était pas une question, c'était juste un constat que je faisais où on peut pas, pour moi, mélanger les véganes et les allergies. C'est deux choses qui sont pour moi quand même très différentes. Vous parliez d'un problème de diabète, c'est un problème de maladie médicale, et le vegan est un choix de vie, un état d'esprit. Donc voilà, je trouve qu'il faut, en tous les cas pour moi, je sépare bien clairement les deux choses qui peuvent se rejoindre, mais c'est deux sujets pour moi très différents. Voilà, c'était plus un constat. Vous avez raison. En fait, on a appelé vegan parce que c'était plus simple au niveau mondial. Le mot vegan était plus parlant, parce qu'on aurait pu l'appeler dessert végétal. Oui, végétalien. Végétalien, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup hésité, mais parce que le mot vegan comporte aussi un certain militantisme et dont on ne veut pas être le reflet. Mais bon, voilà, dessert vegan. Alors, pour répondre à votre question, c'est le flexitarisme qui est très tendance en ce moment. C'est-à-dire qu'on oscille entre le fait qu'on veut manger végétal et puis omnivore, donc de tout. C'est une tendance très forte qui se développe, et mondiale. Dans les autres tendances, on a aussi le locavorisme, c'est-à-dire qu'on veut manger local, des produits frais et transparents. C'est-à-dire que le consommateur de demain, ce qu'il veut, c'est qu'on lui raconte l'histoire du produit. D'ailleurs, il y a de plus en plus de collaboration entre les chefs de cuisine, les chefs pâtissiers et les petits producteurs pour expliquer quel type de produit ils veulent. Voilà. Et après, le petit producteur, il raconte l'histoire. Je crois que le consommateur de demain, c'est ça qu'il voudra, qu'on lui explique. C'est pour le rassurer. Parce qu'il veut, ses préoccupations, c'est la santé, le bien-être. Donc le professionnel doit répondre à ça, et au CIRA, on amène toutes les solutions pour ça. Et l'autre tendance, la troisième tendance qui se développe, c'est la praticité, c'est-à-dire à travers le digital. Le client de demain voudra commander le plus rapidement possible avec son téléphone, se faire livrer chez lui. Vous avez des applications comme le Click and Collect aussi pour collecter tous les invendus dans les boutiques. Voilà. Donc le green, c'est aussi lutter contre le gaspillage, contre la rareté des ressources. Et d'ailleurs, on organise le sommet de la cuisine le mardi après-midi avec des leaders d'opinion mondiaux qui sont des CEO de métro, par exemple Olaf Kor, celui de Nestlé qui s'appelle M. Schneider. On a des chefs étoilés comme Paul Perret qui est en Chine et qui est 3 étoiles Michelin. On a des sociologues comme Raj Patel, etc., qui vont venir nous donner leur vision de l'alimentation d'humains, qui passe forcément à travers le food service. Le food service est source d'innovation. C'est pour ça que le CIRA fonctionne très bien et que nos concurrents nous envient. C'est parce que nous, dès le début, en 1983, on a mis en avant tout ce qui était métier de bouche et food service. Et l'innovation vient par le food service, je vais vous expliquer pourquoi. Je donne toujours cet exemple qui est très simple à comprendre. Aujourd'hui, vous trouvez des crèmes brûlées et des moelleux au chocolat dans toute la grande distribution. Et pourquoi ? C'est parce qu'un jour, il y a une quinzaine d'années, au CIRA, des entreprises et des chefs pâtissiers ont inventé ces recettes. Et ensuite, vous les retrouvez dans le grand public. Parce que le consommateur, il veut d'abord tester dans un restaurant ce qu'il va manger, et ensuite, tout ce qu'il a testé, il veut le retrouver chez lui. Et donc, il veut le trouver dans la grande distribution. D'ailleurs, la grande distribution visite le CIRA pour trouver des idées. Une question, premier rang. Bonjour, Claude Polidori, président des Alpes-Bocuse. Alors, je m'adresse à Jérôme. Quel espoir il a, nous qui représentons le temple de la gastronomie, quel espoir il a de nous régaler en pâtisserie en nous enlevant le chocolat, le sucre, les amandes, on voudrait les œufs, la crème. Quel espoir tu peux nous donner ? Oui, non, on n'enlève pas tout, mais justement,
l'entremets chocolat, il reste comme il devait être. Hein. Donc là, on laisse aux équipes toute la liberté de pouvoir composer ce qu'ils veulent. L'entremets glacé également. Donc ils ont toutes les libertés. C'est voilà, sur le dessert assiette, voilà, on demande de travailler avec d'autres produits. On a des crèmes végétales, on a beaucoup de produits finalement qui peuvent rentrer dans la préparation des desserts assiettes et on va vraiment être surpris. Moi j'ai vu passer un petit peu les recettes là. Il y a des choses très techniques. Justement, c'est la technique qui va finalement finalement et apporter finalement de la légèreté, de la finesse. On peut donner un exemple, par exemple. De la texture en bouche. Voilà, il y a des produits aujourd'hui qu'on utilise déjà. Ça peut être des produits à base d'algues qu'on utilise. Ou de pois chiches. Voilà, tout à fait. Parce que le jus de pois chiches, on peut faire de la meringue, par exemple. Ça a le même goût que la meringue. Avec les légumineuses. Ça a la particularité de monter. Donc il y a des choses comme ça qui existent, comme le tofu également, qui a des propriétés aussi de coagulation, donc qui peuvent intervenir dans une élaboration de biscuits. Donc on peut trouver des choses, et c'est ce qu'on demande aux équipes, d'innover, d'aller chercher. Nous, quand on a préparé cet événement, on a dû aller chercher, aller travailler dans des zones qui avaient été mal explorées ou aller plus loin que nos prédécesseurs. Et c'est ce qui permet, à un moment donné, d'aller de l'avant et de franchir les caps. Donc là, ce qu'on leur demande, c'est d'arriver à nous faire rêver avec un dessert assiette, justement, en enlevant une partie des produits qu'on a l'habitude d'utiliser. Et justement, c'est là où ils se grattent la tête, ils ont posé pas mal de questions. Mais moi, pour me mettre déjà penché un peu sur toutes ces problématiques, voilà, on a des leviers. Et justement, ils vont, eux, de leur côté, apporter des leviers que personne, finalement, n'avait peut-être encore pointé du doigt ou envisagé. Et c'est là où vraiment l'innovation va arriver. Parce que l'innovation, la Coupe du monde de la pâtisserie, à chaque fois, on arrive à... Les équipes, pour l'avoir fait, les autres se demandaient comment on avait trouvé ça. Et moi, en ayant été candidat, je vois d'autres équipes, des personnes qui ont été lauréates ou simplement candidates, et on se demande comment ils ont fait. Pour arriver à trouver ça, pour avoir l'idée, je dis mais comment, par quel chemin on peut passer pour réussir à trouver ces techniques qui, pareil, comme ça, surréalistes, quoi. Et ce qu'on va voir, c'est ça. C'est justement, on peut dire qu'on n'aura rien dans l'assiette parce qu'on va nous enlever la crème, le beurre, on va nous enlever les œufs. Et là, on se dit, mais il va rester quoi? Et finalement, on va trouver... Alors les produits, quand je parlais d'algues ou d'autres produits qu'on utilise, c'est des produits qu'on utilise déjà depuis... les caragénates, la caroube, c'est des graines, c'est des algues, c'est des produits qu'on utilise déjà depuis même une centaine d'années, voire plus. Qu'on utilise. Donc c'est pas des produits qui ont été comme ça, qui arrivent sur le marché, qu'on découvre. Non, entre guillemets, la cuisine moléculaire, c'est un héritage qui est déjà assez ancien. C'est pas des produits qu'on a découverts qui viennent de la chimie. La caroube, c'est une graine. Voilà, les caragénates. Le kombucha. Oui, il y a plein de produits qui existent, le manioc. Donc il y a plein de dans le monde, il y a plein de produits naturels qui existent, qui nous permettent. On peut faire des crémeux finalement qu'on avait l'habitude de faire avec de la crème ou une émulsion avec du beurre. On peut le faire avec d'autres produits aujourd'hui. Et en ayant le même goût. Et en dégustation, on a la même texture. Même texture, le même goût. Voilà, donc on va devoir explorer finalement ce que la nature. Et c'est ça qu'on veut, c'est que les candidats se creusent la tête et qu'ils nous apportent finalement des solutions qu'on avait. Finalement, aujourd'hui, la facilité, c'est de prendre la crème, c'est de prendre le beurre, on a l'habitude, on prend les œufs, c'est un coagulant, c'est parfait, on connaît les réactions. Ce qu'on leur demande, c'est d'aller gratter, d'aller chercher ailleurs et de trouver finalement soit des protéines, soit des matières grasses ou des liants qui vont nous permettre d'avoir les mêmes textures et finalement en bouche, de dire maintenant comment il fait. Justement, la difficulté, ça va être de contrôler. Donc c'est mon rôle aussi et celui de Ludovic Mercier, de contrôler le bien, le respect du vegan. Donc par rapport aux recettes, avec Ludovic Mercier qui est meilleur de France Glacier, on a eu l'habitude de travailler sur ces produits-là. Donc on va être capable de dire attention, là
Là, on va quand même faire attention. Il peut avoir... protéines de lait sont facilement en poudre, hein, peuvent être facilement associables. Donc, alors, il faut rassurer Claude, on aura du fromage, par exemple. Je vois que Benoît Charron est là. On a le président des fromagers de la région qui est là, ici. On pourrait rencontrer après. Alors, à force d'en parler, tout le monde a l'eau à la bouche. On va bientôt aller. Juste pour finir, un petit mot sur les partenariats que vous avez cette année. On a Jazz à Vienne, qui est aussi un partenaire de TLM. Oui. Ils ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Ils ont essayé de nous envoyer un musicien, mais c'était compliqué. Vous pouvez nous parler rapidement des partenariats que vous avez noués, dont celui avec le jazz. C'est quoi le rapport entre le jazz et la gastronomie ? Le Jazz à Vienne, c'est un partenaire régional, donc c'est la couleur locale. Et donc on a trouvé des similitudes entre la musique et la gastronomie. Et c'était bien d'avoir Jazz à Vienne qui ponctue les remises des prix, les dîners qui ont lieu le soir à Lyon avec le jazz. Voilà. Il y a d'autres partenariats originaux comme celui-ci ? Des partenaires, on en a plein. Hein. Mais après, vous avez des banques, par exemple, le Crédit Agricole sponsorise le village des startups, le CIC sponsorise aussi d'autres choses dans le CIRA, l'innovation, le Grand Prix d'innovation. L'innovation est très importante au CIRA, nous avons plus de 900 produits qui sont des nouveautés. Ouais, on a entendu à travers votre témoignage, voilà. Il y a un point important sur l'innovation. Tout à fait. Par exemple, le film plastique que vous connaissez ou aluminium va être remplacé par Happy Film, c'est un tissu en coton naturel qui est imprégné de miel. Et c'est ce qui va remplacer le film plastique demain. Donc, vous voyez, on va venir découvrir tout ça à la fin du mois de janvier. Voilà. En tout cas, un grand merci. On va se retrouver maintenant. Alors, je donne la parole à Jean-Pierre qui est arrivé, qui était à l'entreprise du futur. On n'a pas pu attendre, donc désolé. Pardon pour le retard. Effectivement, TLM anime le plateau télé de l'entreprise du futur aujourd'hui, toute la journée. Donc j'étais retenu par des interviews, des retards de certains intervenants. Juste vous dire que, bonjour Marie-Odile, bonjour Jérôme, que TLM bien sûr sera présent au CIRA sous différentes formes. D'une part, on sera présent sur le stand d'Orapi, un ancien actionnaire de TLM, mais toujours partenaire et annonceur de TLM, avec pendant 5 jours des interviews qui seront faites sur ce stand. Et puis on aura l'occasion, entre autres, d'enregistrer des invités de la rédaction sur ce stand. Il y aura aussi, bien sûr, des reportages de la rédaction pour le JT. Et puis je pense que comme les autres éditions, on pourra retransmettre le Bocuse d'Or avec CIRA TV. Bien sûr, c'est CIRA TV qui produit les images et qui fait cette captation. Et vous évoquiez, Marie-Odile, tout à l'heure, la dernière apparition de Paul Bocuse au CIRA. On a eu l'occasion de le voir en direct sur TLM en 2013, lorsqu'il y a eu la remise du Bocuse d'Or. Je crois que c'est effectivement sa dernière apparition. Donc cette année aussi, si vous n'avez pas la chance d'être parmi les invités qui seront présents sur le Bocuse d'Or et pour la remise du trophée et des trois Bocuse d'Or et même d'autres, puisqu'il y a d'autres prix, vous pourrez le voir sur TLM en direct en fin d'après-midi le 30 janvier. Voilà, donc on sera très présents. Merci à Emmanuel Roy d'avoir annoncé que le Club 144 que nous avons créé en 2011, lorsque TLM est arrivé ici, un 14 avril, le 14-4, très heureux que ce club perdure, peut-être sous une forme différente et avec une dénomination différente, mais on en est ravis que ça continue avec BFM. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc même si le déjeuner ne va pas durer 4 heures, comme chez la mère Brasier, je vous invite à rejoindre l'espace accueil à l'entrée de TLM pour pouvoir échanger avec notre champion du monde, avec la directrice, tous ceux qui le veulent. Échanger entre vous, le Club 144, c'est ça. Le prochain, ça sera le 14 février. Alors on ne choisit pas toujours les jours, même si c'est le jour des amoureux, mais il y a les vacances qui ont fait qu'on le décale. Et nous aurons l'honneur d'accueillir le nouveau préfet de la région, puisqu'il a été nommé. Cette fois-ci, j'espère qu'il tiendra jusqu'au 14 février. Voilà, merci, à bientôt. Bon, merci.